Le sujet principal de cette chaîne, que nous explorons depuis quelques années maintenant, est la chute de l'Empire romain et comment cela a pu aboutir à cette catastrophe gigantesque. Comment cette grande puissance qui avait dominé la Méditerranée durant des siècles a-t-elle pu s'effondrer? Dans de nombreuses vidéos, nous avons examiné plusieurs raisons de cette chute désastreuse. Des pandémies géantes qui ont décimé une grande partie de la population romaine, aux problèmes systémiques, comme une armée trop grande qui coûtait alors trop cher, ce qui a conduit à la dévaluation monétaire, puis à l'inflation, du manque d'un système de succession ordonné à la propension des Romains aux guerres civiles constantes, et bien d'autres raisons encore, nous avons essayé de trouver les principales causes de la chute de l'Empire romain. Mais la raison qui pourrait surprendre beaucoup de gens, c'est qu'il s'agit en réalité d'une seule province. Oui, une province de l'Empire romain a en réalité été si néfaste pour Rome que, pour ainsi dire, l'Empire romain aurait peut-être été mieux sans elle. Parce que cette province allait engendrer tant d'usurpateurs, ce qui mènerait à tant de guerres civiles, qu'elle contribuerait effectivement de manière significative à la chute de l'Empire romain d'Occident, et le nom de cette province était Britannia. Alors, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre la Grande-Bretagne moderne, et cette vidéo n'a certainement pas pour but de critiquer la Grande-Bretagne d'une quelconque manière. Il s'agit d'une analyse purement historique pour comprendre. Qu'est-ce qui a mal tourné dans l'Empire romain? Maintenant, pourquoi irais-je jusqu'à dire que Britannia, une seule province, a joué un rôle important dans la chute de Rome? Eh bien, parce qu'aucune autre province n'a engendré autant d'usurpateurs que la province de Britannia. Mais pourquoi et quand les choses ont-elles commencé à mal tourner? Les Romains ont déjà très tôt manifesté l'ambition de conquérir la Bretagne. Jules César a débarqué 2 fois en Britannia pendant les guerres des Gaules, une fois en 55 et une autre fois en 54 avant Jésus-Christ. Mais cela n'avait pas encore pour but de conquérir l'île de façon permanente. César recherchait du prestige et une autre motivation pouvait être d'enquêter sur la richesse de ce pays. On soupçonnait une grande richesse minérale là-bas et les Bretons aidaient les Gaulois contre Rome, ce que les Romains, bien sûr, n'appréciaient pas du tout. Mais il faudrait presque un siècle de plus avant que la conquête de la Bretagne ne commence véritablement. L'empereur Claude lança la première véritable attaque destinée à la conquête en 43 après Jésus-Christ. Au cours des décennies suivantes, l'île fut presque entièrement conquise, le général romain Agricola établissant même une tête de pont dans le Grand Nord, en Calédonie, l'actuelle Écosse, et battant de façon décisive les Calédoniens lors de la bataille du mont Gropus en 423 après Jésus-Christ. Cependant, le Grand Nord de la Bretagne ne resterait pacifié qu'environ 20 ans. Puis les Pictes commencèrent à attaquer plus fréquemment, et il semble que les Romains se contentaient de laisser la Calédonie aux barbares. Au début des années 100 après Jésus-Christ, très probablement, parce qu'en même temps, les Romains étaient occupés par leur guerre contre les Daces. Il n'y avait donc pas assez de main-d'œuvre pour garder la Calédonie et combattre les Daces en même temps. Ils ont donc construit 2 murs contre les tribus agressives du Nord. L'un sous l'empereur Hadrien et un second sous l'empereur Antonin le Pieux. L'île n'était pas trop mal au début. On dit qu'il y avait de nombreuses mines d'argent et de plomb, et une grande partie de la production de plomb de tout l'Empire romain pouvait provenir de Britannia tant que l'Empire romain restait stable. Donc la Britannia était-elle relativement stable? Bien sûr, il n'est pas surprenant que très peu de soldats étaient réellement désireux de servir en Britannia. Le temps à l'époque n'était pas meilleur qu'aujourd'hui, peut-être même pire, et non seulement le climat était mauvais, mais il y avait aussi souvent des raids des tribus agressives du Nord. Les murs d'Hadrien et d'Antonin devaient être gardés en permanence, et cela pendant environ 150 ans après le début de la conquête de la Bretagne sous Claude. Les choses étaient en fait assez stables dans cette province. Ce n'est que lorsque des problèmes ont commencé ailleurs dans l'Empire romain que la Bretagne est devenue très instable. Au total,
8 usurpateurs sont apparus au moins en Bretagne qui allaient se battre contre Rome, et plusieurs de ces usurpateurs auraient des effets dévastateurs. Sur l'Empire romain, des effets si durables qu'en fait l'Empire ne s'en remettrait jamais. Nous savons que les problèmes ont réellement commencé dans l'Empire romain dans les décennies qui ont suivi la peste antonine. Au milieu des années 160 après Jésus-Christ, un virus mortel a balayé l'Empire romain, tuant des millions de personnes et déstabilisant fortement Rome. Simultanément, les premières grandes vagues d'invasions barbares ont eu lieu dans tout l'Empire, et cela a également été le cas en Britannia. En 180 après Jésus-Christ, peu de temps après la mort de l'empereur Marc Aurèle, les Pictes étaient là parvenus à franchir le mur d'Adrien. Les troupes, bien sûr, n'étaient jamais vraiment heureuses en Britannia, comme mentionné précédemment. C'était loin de Rome, il faisait froid et il pleuvait, et l'invasion des Pictes en plus n'était pas très amusante. Ils proclamèrent donc un légat nommé Priscus empereur. Cependant, Priscus refusa et la rébellion s'effondra rapidement. Commode envoya des troupes, écrasant la rébellion avant qu'elle ne commence. Mais cette première tentative de soulèvement depuis la Bretagne, en 180 après Jésus-Christ, était un signe de ce qui allait arriver. Il ne resterait que 15 ans avant la prochaine rébellion. Claudius Albinus, gouverneur de Bretagne, fut nommé co-empereur par Septime Sévère en 193 après Jésus-Christ, après l'année des 5 empereurs, une période de crise de succession. En 195 après Jésus-Christ, ne faisant plus confiance à Sévère, Albinus se déclara empereur de tout l'Empire avec les 3 légions de Bretagne. Il traversa en Gaule, gagnant du soutien, mais fut vaincu par Septime Sévère à la bataille de Lugdunum en 997 après Jésus-Christ. Albinus fut tué, ses forces dispersées. Néanmoins, il s'agissait d'une véritable guerre civile et de nombreux Romains sont morts inutilement dans cette guerre civile. Pendant la crise du IIIe siècle, la Bretagne appartenait à l'Empire gaulois de 260 à 274. Bien que la rébellion n'ait pas commencé en Bretagne, il est bien sûr tout à fait remarquable que la Bretagne ait fait partie de cet état romain dissident. Après que l'empereur héroïque Aurélien ait restauré le monde romain de 270 à 275 après Jésus-Christ, il ne fallut pas longtemps avant qu'il y ait à nouveau des usurpateurs venant de Bretagne. Marcus Aurelius Carausius, un commandant naval ménapien, s'est rebellé en 286 après Jésus-Christ, après avoir été accusé d'avoir détourné le butin des pirates alors qu'il surveillait la Manche entre la Gaule et la Bretagne. Après l'avoir appris, l'empereur Maximien ordonna son exécution, mais Carausius prit la Bretagne et des régions de la Gaule en 286 après Jésus-Christ, formant un nouvel État dissident. Carausius fit frapper des pièces, se proclama empereur, construisit une flotte et repoussa des invasions tribales. Son règne stabilisa la Bretagne jusqu'à l'assassinat par son trésorier Alectus en 293 après Jésus-Christ. Après avoir assassiné Carausius, Alectus se déclara empereur, contrôlant la Bretagne et le nord de la Gaule. Son règne était plus faible, reposant sur la flotte et les légions de Carausius. En 296 après Jésus-Christ, Constance Chlore lança une invasion sur 2 fronts, battant les forces d'Alectus en Bretagne. Alectus fut tué au combat, probablement près de l'actuel Silchester, mettant fin à la révolte corosienne. C'est également en Bretagne que Constantin fut proclamé empereur en 306 après Jésus-Christ. Maintenant, techniquement, Constantin était une sorte de semi-usurpateur, donc il doit aussi être mentionné, car l'empereur Galère, qui était à ce moment-là l'empereur principal de la tétrarchie, était contre Constantin. Mais pour éviter une guerre civile, il l'a à contre-cœur nommé empereur junior ou César. Ainsi, le destin du monde s'est joué en Bretagne, car nous savons tous quelles conséquences considérables l'empire de Constantin allait avoir. Il s'écoulera maintenant un temps étonnamment long sans qu'aucun usurpateur connu ne soit issu de Bretagne. Ce n'est qu'en 383 après Jésus-Christ que le plus influent des usurpateurs émergera de cette province. Un général d'origine espagnole appelé Magnus Maximus
et cet usurpateur allait vraiment changer le destin du monde. Mais même avant Magnus Maximus, des événements allaient se produire qui rendraient la Bretagne encore moins attrayante pour quiconque y servait. De 367 à 368, les Pictes et les Scots, avec les Saxons, envahirent la Bretagne romaine lors d'une attaque coordonnée de grande ampleur. Cette catastrophe majeure, lors de laquelle la Bretagne a failli tomber, est aujourd'hui connue sous le nom de la Grande Conspiration. Je pourrais faire toute une vidéo sur la Grande Conspiration, mais en essence, on soupçonne que de nombreux Romains ont déserté leur poste et ont en réalité laissé entrer volontairement les barbares en Bretagne et les ont même aidés. Cela ne peut signifier qu'une chose, il était si peu agréable de servir là-bas qu'ils préféraient voir l'île brûler et tomber, juste pour ne plus avoir à la protéger. Cela nous montre vraiment à quel point il devait être difficile de servir comme légionnaire romain dans les années 300 après Jésus-Christ en Bretagne. C'est alors Théodose l'Ancien, père du futur empereur Théodose, qui rétablit l'ordre en 368, repoussant les envahisseurs. Mais la Bretagne ne se remettra jamais de ce coup. Après ces événements, la province deviendrait encore plus instable qu'auparavant. De nombreuses villes avaient été mises à sac, la campagne pillée, et de nombreux nobles avaient fui l'île. Et donc, ce n'était qu'une question de temps avant que le prochain usurpateur ne soit proclamé, qui était bien sûr, comme mentionné, Magnus Maximus en 383 après Jésus-Christ. Maximus fut pendant un certain temps incontesté en Occident. Il avait vaincu l'empereur Gratien, et le futur empereur valentinien s'était enfui de Mediolanum à Constantinople à l'approche de Maximus en Italie. Ainsi, l'Empire romain d'Orient, sous l'empereur Théodose, arriva avec une grande armée, et il y eut une immense bataille en 388 après Jésus-Christ à Poetovio, dans l'actuelle Slovénie. Maximus perdit et un grand nombre de légions occidentales furent détruites dans le processus. La Bretagne, comme l'Empire romain d'Occident, en sortit encore plus affaiblie. Cette défaite, ainsi que celle de l'Occident, quelques années plus tard à la bataille de la rivière Frigidus, explique pourquoi l'Empire romain d'Occident se retrouva avec beaucoup moins de légions que l'Orient dans les années 390 après Jésus-Christ. C'est après la guerre civile de Magnus Maximus, puis d'Eugenius et Arbogast, que l'Occident devint plus faible que l'Orient. Car avant cela, l'Empire romain d'Occident était en réalité plus fort que l'Orient. Cet affaiblissement de l'Empire d'Occident, dû à ces guerres civiles, facilita bien sûr la tâche aux envahisseurs germaniques, pour harceler l'Occident et envahir l'Italie à plusieurs reprises, n'étant repoussés que par l'héroïsme de Flavio. Mais le mal était fait. Il n'y avait plus assez de troupes, et donc en 406 après Jésus-Christ, la grande catastrophe a été permise. L'invasion de la Gaule et de l'Espagne par de grands groupes de Germains, qui avaient franchi la frontière du Rhin. Si Maximus ne s'était pas rebellé en Bretagne, l'Occident aurait peut-être été dans une position bien plus forte. Assez forte peut-être pour repousser les invasions de 406, c'est donc Magnus Maximus qui allait faire tomber un autre grand domino. Cela aboutirait à la chute de l'Empire romain d'Occident. Parce que cette rébellion était très mal choisie. Cela ne faisait pas très longtemps depuis les invasions de 406, le grand tournant dans la chute de l'Occident. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, recruter de nouvelles troupes était extrêmement difficile. Donc, quand des légions entières tombaient, souvent, elles n'étaient reconstituées qu'en partie. Après les invasions désastreuses de 406, qui allaient les permettre aux Germains de s'établir définitivement sur le territoire de l'Empire romain d'Occident, il y eut de nombreux autres usurpateurs en Bretagne. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, la situation est vraiment passée de mal en pis. Très rapidement, un homme appelé Marcus fut proclamé empereur en Bretagne en 406. Cependant, il semble que les troupes romaines étaient vraiment mécontentes de lui.
et elles l'ont donc tué au début de 407, après seulement quelques mois de règne. Elles en choisirent un autre, appelé Gratien, à ne pas confondre avec l'ancien empereur romain d'Occident du même nom. Et lui non plus n'était apparemment pas assez bon pour les troupes mécontentes. Alors, ils choisirent un soldat nommé Flavius Claudius Constantinus, qui serait plus connu sous le nom de Constantin III. Et en effet, celui-ci, ils l'ont apparemment jugé digne d'être régent puisqu'ils ne l'ont pas tué. C'est Constantin III qui allait marquer l'histoire en emmenant avec lui tous les soldats romains restant en Bretagne et en traversant vers la Gaule. Je me demande si l'un d'eux avait prévu que ce serait la dernière fois que des troupes romaines quitteraient l'île de Bretagne. On peut supposer que Constantin III voulait combattre les envahisseurs barbares et l'empereur faible Honorius à Ravenne, se jugeant meilleur empereur qu'Honorius, ce qu'il était probablement, à vrai dire. Mais encore une fois, Honorius n'avait pas placé la barre très haut, pour dire les choses gentiment. Malheureusement, Constantin III n'a pas réussi à vaincre de façon décisive les envahisseurs germaniques, ni à renverser l'empereur Honorius. Malheureusement, il n'a réussi, comme tant d'autres usurpateurs venus de Bretagne avant lui, qu'à déstabiliser l'Empire romain à un moment crucial où l'Empire aurait eu besoin d'unité. L'usurpation de Magnus Maximus avait déjà coûté cher à l'Occident, mais celle de Constantin III est survenue à un moment si inopportun que, au lieu de combattre ensemble contre les envahisseurs germaniques, les Romains ont dû envoyer une grande armée sous le commandement du Magister Militum Constantius III pour vaincre cet usurpateur, ce qui a bien sûr permis aux barbares de se déplacer librement et de piller et saccager la campagne gauloise et hispanique presque à leur guise. Nous voyons ainsi la tragédie de la Bretagne. Ce n'était une province prospère que pendant environ 140 ans, jusqu'à ce que les troubles commencent déjà, et elle allait ensuite engendrer le plus grand nombre d'usurpateurs de toutes les provinces, 8 au total, et 1 ou 2 semi-usurpateurs si l'on veut, mais les dégâts que cela causa à l'Empire furent immenses. Surtout l'usurpation de Magnus Maximus coûta à l'Empire une quantité incroyable de ressources et de main-d'œuvre qui ne serait jamais totalement récupérée. En Occident, le dernier clou dans le cercueil fut alors Constantin III. Nous pourrions donc dire que la Britannia a effectivement contribué de manière significative à affaiblir l'Empire romain d'Occident à une période cruciale. Et donc, aussi étrange que cela puisse paraître, cela peut être ajouté comme une raison supplémentaire pour laquelle l'Empire romain d'Occident est tombé. Si vous aimez cette vidéo, merci de soutenir la chaîne sur Patreon ou via l'abonnement YouTube, car c'est grâce à vous qu'elle existe. Vous auriez toute ma gratitude. Et bien sûr, je veux remercier tous ceux qui soutiennent Maiorianus. Vous êtes formidables. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qui est arrivé à la Bretagne après le retrait des troupes romaines, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur les royaumes post-romains de la Bretagne, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tipiago et Benevalete.